Bonjour les loulous, aujourd'hui la collégiale s'invite chez vous. On va parler ensemble d'un personnage qui a marqué le monument, non pas en le modifiant, mais en nous apprenant à mieux le comprendre. Un archéologue américain, George Forsyth. Mais au fait, c'est qui Forsyth? Quand on pense archéologue, on imagine souvent un aventurier, avec un chapeau, une arme contre les méchants, et qui trouve des trésors ou des dinosaures. Bon, on ne sait pas si Forsyth a trouvé des dinosaures, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a trouvé des trésors. George Howard Forsyth est un Américain qui travaille pour les universités. Il est passionné d'histoire et d'archéologie et voyage beaucoup pour faire des fouilles et des recherches. Il est allé aux 4 coins du monde, au mont Sinaï, car il est spécialiste de l'art byzantin, mais aussi en Turquie, en Syrie, en Égypte et en France. Il est venu à Angers vers 1930, à la collégiale Saint-Martin, et il a fouillé le monument pendant 6 ans. Alors pas tout seul, plusieurs étudiants se sont relayés auprès de lui pour l'aider, mais aussi pour apprendre. Comment trouver, gratter, creuser, tamiser, observer, assembler. Bref, comment découvrir le passé. Mais le travail d'un archéologue n'est pas seulement de fouiller sur le terrain, il doit aussi laisser une trace écrite de ce qu'il trouve. Forsyth a écrit de nombreux articles sur ses recherches et il a entre autres raconté ses découvertes à la collégiale. D'ailleurs, figurez-vous que ces fouilles n'étaient pas de tout repos, même dans un monument. La collégiale appartenant à l'époque à l'établissement scolaire Saint-Martin, qui l'utilisait pour toutes sortes de choses, Forsyth ne pouvait venir que l'été pour fouiller, pendant que les élèves étaient en vacances. À la fin de chaque été, il devait remettre un plancher en bois sur les trous qu'il avait faits, pour qu'à la rentrée, les enfants puissent faire la fête. Travailler. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur Forsyth, le personnage, l'archéologue américain, on peut se poser la question de quelle trace il a laissé, ou plus précisément ce qu'il nous a appris de la collégiale. Alors l'histoire de Forsyth et de la collégiale commence il y a environ 90 ans, à peu près l'âge des parents de vos papis et mamies. Donc il n'y a pas si longtemps en fait. À cette époque, la collégiale est bien différente d'aujourd'hui. Ce n'est plus une église et ce n'est pas encore un lieu de visite. Elle appartient à Paul-Marie Pigné, qui est le directeur de ce qui sera aujourd'hui le lycée Saint-Martin, juste à côté de la collégiale. Cet amoureux du bâtiment va y faire des gros travaux, des premières fouilles même avec ses élèves. Et puis à côté de ça, le bâtiment est quand même utilisé comme salle des fêtes, on y fait des banquets, on y joue des pièces de théâtre. Et Paul-Marie Pigné va écrire un grand article, un grand livre si vous voulez, sur ses découvertes à la collégiale. Et ce grand article va intéresser notre Américain Forsyth. Donc toute l'histoire commence par une lettre. Un jour, Paul-Marie Pigné reçoit une lettre de ce jeune Américain qui s'intéresse à son monument, à la collégiale, et qui souhaite y faire des fouilles. Paul-Marie Pigné, qui est déjà un petit peu fatigué d'avoir fait ses gros travaux, va accepter. Et Forsyth arrive en été 1929 pour ses premières fouilles. Quand George Forsyth arrive ici à la collégiale en 1929 avec ses étudiants, ses collègues pour l'aider, il va d'abord commencer à essayer de comprendre le bâtiment lui-même avec Paul-Marie Pigné, mais aussi ses alentours, ce qui entoure la collégiale. Et ensuite, il se met au travail. Il va fouiller ici 6 étés. Plutôt que de partir en vacances, il fouille à la collégiale. Ils vont découvrir plusieurs choses qui, pour nous aujourd'hui, peuvent paraître des petites choses ou quelque chose qu'on ne regarderait pas, mais qui nous permettent de comprendre un petit peu mieux le passé de l'Église, l'histoire de la collégiale. Alors, ils vont retrouver des fondations. Déjà, les fondations, qu'est-ce que c'est une fondation? C'est la partie enterrée des murs pour que le bâtiment tienne bien debout, comme les racines d'un arbre. Les fondations des premières églises qui étaient construites ici au début du Moyen-Âge, avant le bâtiment qu'on peut voir aujourd'hui. Ces fondations, vous en avez une derrière moi, du début du Moyen-Âge, et puis il va également retrouver des sarcophages, des tombes. Il va retrouver quelques objets, donc des choses qui vont lui permettre d'un petit peu comprendre comment était cette église au début du Moyen-Âge et comment elle va évoluer pour arriver au bâtiment d'aujourd'hui. Et puis un jour, Forsyth et son équipe fouillent dans le bras sud du transept, juste ici. Ils creusent et ils tombent sur ce qui semble être un mur.
Alors, ils essayent de percer ce mur, et à force d'effort, ils arrivent à faire un trou. Ils arrivent même à se glisser à l'intérieur. Parce qu'en fait, ce n'est pas un trou, c'est le plafond d'une petite pièce. Et dans cette petite pièce, cachée, enterrée, ils trouvent une statue. Cette statue, on la garde ici à la collégiale, elle est présentée, et je vous propose qu'on l'observe un petit peu. Alors cette statue de la fin du Moyen-Âge, la voici. Elle représente une Vierge à l'enfant, c'est-à-dire Marie, avec normalement Jésus. Mais vous la voyez, elle est bien abîmée, donc petit Jésus a disparu. On le voit aussi, la peinture, elle était peinte, entièrement peinte. La peinture s'est évidemment abîmée et elle avait été plusieurs fois même repeinte. Alors elle a été utilisée pour la prière dans la collégiale et enterrée à peu près 200 ans avant que Forsyth ne la découvre. Pourquoi enterrer? Tout simplement parce qu'elle devait être trop abîmée ou elle n'était plus utilisée. Donc on va l'enterrer sous l'église pour éviter qu'elle soit utilisée par des personnes mal intentionnées pour autre chose que la prière. Et donc 200 ans plus tard, notre Forsyth la découvre et on peut aujourd'hui l'observer dans la collégiale. Alors George Forsyth a été certainement l'un des premiers archéologues ici à fouiller dans la collégiale pour comprendre son passé. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit atelier pour essayer de comprendre ce qu'on fait après les fouilles et plus précisément le travail du céramologue. On imagine souvent les archéologues en train de gratter la terre, observer les murs, etc. Mais leur travail ne s'arrête pas là. Après les fouilles, vous avez tout un travail qu'on appelle le post-fouille et qui va consister à étudier l'ensemble des vestiges qu'ils ont pu récolter ou des informations qu'ils ont pu récolter pour essayer de comprendre un petit peu le site qu'ils ont découvert. Donc ici à la collégiale, ils ont observé les différents vestiges qu'ils ont pu rapporter des fouilles. Par exemple, dans les tombes, les nombreuses tombes qui ont été découvertes à la collégiale, on a retrouvé des vases, beaucoup de vases qu'on appelle des vases funéraires, qui étaient utilisés pendant les enterrements. On y mettait de l'encens pour que ça parfume et que ça accompagne les prières. Et les vases étaient ensuite jetés dans les tombes. Donc on en retrouve beaucoup et ça permet d'avoir des informations sur les pratiques justement funéraires, les enterrements, mais aussi sur le quotidien des gens à cette époque-là. Donc là, ça va être le travail d'un spécialiste, un archéologue qui est spécialisé dans les vases, dans les céramiques, qu'on appelle le céramologue. Alors je vous propose qu'on fasse deux activités autour de ce métier de céramologue. Une première avec un vase ou un pot en terre, et puis une seconde qui va consister plus à l'étude de ce pot en terre. Donc pour la première activité, vous avez besoin d'un petit pot en terre, donc ça peut être un petit pot de yaourt comme celui-ci, ou alors un pot de fleurs, de préférence peut-être cassé ou qu'on n'utilise plus. Demandez quand même à vos parents avant. Vous avez donc besoin d'un pot en terre, d'un marteau, d'un sac, alors sac en tissu peut-être plutôt, et puis pour après vous aurez besoin d'un scotch. Alors deux possibilités, un scotch de peintre qui est utilisé pour faire les peintures etc. qu'on trouve dans les magasins de bricolage, ou si vous n'avez pas un scotch un petit peu de loisirs créatifs qu'on appelle du masking tape, si vous en avez à la maison. Voilà, donc les deux fonctionnent. Et puis vous avez besoin aussi d'un adulte, accessoirement. Alors la première chose, ça va être de casser notre vase. Donc c'est pour ça que je vous demandais de prendre peut-être un vase qui est déjà cassé ou qui est en mauvais état, que vous n'utilisez plus, en demandant l'autorisation. Vous allez mettre votre pot ou votre vase dans le sac. Vous fermez, vous avez besoin de votre adulte et ensuite tout simplement vous allez casser le vase. Alors moi je triche, j'ai déjà un vase cassé donc je vais éviter de casser celui-ci qui nous sert, mais vous avez donc cette étape de casser le vase qui peut être assez rigolote. Une fois que vous avez cassé votre vase, vous avez donc les différents morceaux que vous allez récupérer. Alors, n'hésitez pas à ne pas garder les tout petits morceaux ou les petits éclats qui en plus peuvent être un petit peu coupants. Gardez de préférence plutôt les gros morceaux, donc ne cassez pas trop le vase.
garder les gros morceaux et puis vous pouvez aussi en supprimer même des gros, tout simplement parce que souvent quand on retrouve des céramiques cassées dans les tombes ou lors des fouilles, c'est rare qu'elles soient entières. Donc n'hésitez pas à enlever aussi des morceaux. Donc moi vous voyez j'ai un vase un petit peu plus grand qui est déjà cassé et qui est en fait une copie des vases funéraires qu'on a retrouvés dans les fouilles de la collégiale. Donc vous avez votre vase en morceaux et puis ensuite donc, vous avez besoin de votre scotch. Donc soit scotch de peintre, soit masking tape. Et ensuite, bah, c'est assez simple, ça peut être un petit peu long, un petit peu fastidieux. Vous pouvez le faire tout seul, si vous avez du courage, ou à deux. Donc si vous avez des frères et sœurs, des cousins, cousines, des amis, des parents, donc n'hésitez pas. Et après, c'est un puzzle tout simplement en 3D. Alors, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est mettre votre scotch toujours perpendiculaire à vos coupures, ça tient mieux. Donc on le met ici et puis à l'intérieur du vase. Donc moi ce que je fais souvent c'est que je prends mon scotch. Alors le scotch de peintre, ce qui est super et c'est ça qu'utilisent en fait les céramologues, c'est que ça ne laisse pas de colle sur les vases, donc ça ne les abîme pas quand on est sur des vestiges anciens. Et ça se déchire en plus très facilement. Donc moi ce que je fais en général c'est que j'en découpe plusieurs morceaux pour en avoir d'avance. Le masking tape c'est plus compliqué, il faut quand même que vous coupiez les morceaux avec une paire de ciseaux en général. Et puis après, hop, c'est parti. Alors n'hésitez pas à bien appuyer sur votre scotch pour qu'il colle correctement à la céramique. Vous pouvez aussi en mettre plusieurs par morceau. Voilà, donc je vous montre à l'intérieur du vase, bien perpendiculaire à la coupure, et puis à l'extérieur. Alors je vous disais, c'est bien d'être à deux aussi parce que ça permet qu'il y en ait un qui maintienne et puis l'autre qui scotche. C'est parfois un peu plus facile. Alors pour vous aider dans la reconstitution du vase, n'hésitez pas à repérer des petits détails. Là, moi, le mien, il y a une petite surépaisseur en haut du vase, donc ça, c'est un petit repère. C'est le cas aussi sur le pot de yaourt, ou même des petits dessins, par exemple. Ça, c'est des bons repères que vous repérez justement les archéologues. La anse, moi, la mienne, elle était encore fixée à un tesson, à un morceau de la céramique. Elles peuvent tout à fait être séparées, mais dans ce cas-là, vous allez avoir une marque. Ou même des lignes, des stries qui sont dues à la création du vase. Là, vous voyez qu'on a comme des lignes horizontales qui sont dues au fait que le vase a été tourné. Et en fait, ça va nous permettre aussi de nous aider dans notre reconstitution parce que vos lignes, elles sont toujours dans le même sens. On ne va pas les mettre à la verticale, par exemple. Elles sont toujours à l'horizontale, là, sur le mien en tout cas. Donc, essayez de repérer aussi plein de petits détails comme ça pour vous aider dans la reconstitution de votre vase. Voilà, alors là vous voyez que le mien il est pas entier, hein. Il manque des morceaux. Alors il faut savoir que les vases funéraires qu'on a retrouvés à la collégiale sont naturellement percés.
Donc vous avez des manques qui sont prévus même déjà avant leur utilisation, tout simplement parce que comme on mettait de l'encens dedans qui brûle, qui dégage une fumée, ça permettait aussi à l'encens de se disperser. Mais là, vous voyez bien que ce n'est pas que des trous dus à l'encens, hein, il nous manque des morceaux. Voilà, donc là, vous avez reconstitué votre vase. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas le droit de casser un vase ou si vous n'avez pas de vase tout simplement à casser, on peut tout de suite passer à la deuxième activité. Ça fonctionne aussi très bien avec un pot entier pas reconstitué. Voilà, donc le travail du céramologue, lui, c'est vraiment de reconstituer le vase pour après pouvoir l'étudier. Donc ça passe par l'observation de ce que je vous disais tout à l'heure, des petits détails, de la peinture, les formes, etc. Et puis ensuite, on va l'étudier un peu plus précisément en le mesurant, en le photographiant et puis en essayant de le retrouver parmi ce qu'on appelle une typologie. Donc c'est en fait un grand catalogue de tous les vases qui ont pu être recensés par les archéologues et ça nous permet en fait de savoir que cette forme de vase, on l'a retrouvée à la Collégiale Saint-Martin, mais on peut l'avoir retrouvée dans d'autres lieux de fouilles, soit à proximité, soit même un petit peu plus loin en France, voire ailleurs. Et ça nous permet d'apprendre que par exemple, il y avait du commerce entre différents métiers, différentes villes, et que les vases donc, pouvaient circuler comme ça. Donc ça nous permet d'apprendre pas mal de choses sur la vie au Moyen-Âge ou à d'autres époques, hein, parce qu'on peut tout à fait le faire pour l'Antiquité ou autre. Donc la deuxième activité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un conformateur. Donc le conformateur, il est utilisé par les archéologues pour étudier justement ce vase dans l'idée de le dessiner. Une grosse partie du travail des archéologues, c'est de dessiner pour garder une trace des fouilles, mais aussi de dessiner quand justement on fait l'étude des céramiques ou même d'autres choses. Donc le conformateur, vous avez besoin d'un carton. Alors il vous faut un carton un petit peu épais sur lequel vous allez voir des petites spirales comme ça, parce que c'est ça qu'on va utiliser. Donc il vous faut un carton, un crayon à papier, une règle, une paire de ciseaux et puis important, des pics à brochettes. Alors là, moi elles sont assez petites, hein, donc on va faire un mini conformateur. C'est pas très grave parce que notre pot est assez petit, mais si vous voulez faire un conformateur un peu plus grand, hein, bien sûr les archéologues sont beaucoup plus grands, vous pouvez tout à fait utiliser des pics à brochettes plus longs, tout simplement. Donc vous avez besoin de votre carton que vous allez en fait découper une petite bande. Alors si vous voulez un conformateur un peu plus grand, faites une bande un peu plus longue. Et puis voilà, une certaine épaisseur pour pouvoir le tenir. Et en fait, on va tout simplement passer les pics à brochettes à l'intérieur des différentes spirales qu'on a observées tout à l'heure pour notre carton. N'hésitez pas à laisser un petit espace pour pouvoir tenir votre conformateur donc avant et puis après, avant de piquer vos brochettes. Alors n'hésitez pas, une fois que vous avez fini d'enfiler les différents pics, peut-être à couper un petit peu le bout avec une paire de ciseaux pour que ce soit un petit peu moins piquant, que vous ne risquez pas de vous faire mal en utilisant votre conformateur. Alors les conformateurs des archéologues, eux, sont faits en métal. C'est vraiment des petites lamelles très fines pour permettre d'avoir vraiment les détails des différents objets qu'ils vont étudier. Voilà, vous obtenez quelque chose comme ça. Donc c'est ce que je vous disais, hein, n'hésitez pas à couper un petit peu. Alors au début, il va être un petit peu difficile. Il faut que le carton se fasse. Hop.
Et après, en fait, vous allez l'utiliser pour avoir le profil de votre vase. Donc vous voyez là, c'est vraiment la bonne taille. Hein. Mais alors c'est pas évident à utiliser. Hein. Il faut que vous arriviez à placer. Là encore, si vous pouvez être deux, c'est bien aussi. À placer votre vase bien comme ça. Et ça va nous permettre en fait de dessiner le profil précis de l'objet, donc du vase, du pot, de l'assiette, ce que vous avez. Il faut vraiment que les petites lamelles puissent bouger. Si vous appuyez un petit peu trop fort sur votre carton, ça les empêche en fait de se déplacer et de prendre le profil de votre vase. Mais en gros, ça s'utilise comme ça. Il faut que j'arrive à l'utiliser correctement. Alors moi, il y a assez peu de volume ou de différence dans mon vase, donc je vais avoir vraiment la forme très simple comme ça. Mais vous avez des formes qui sont un peu plus complexes. Voilà, donc vous avez votre profil en fait qui va venir se placer. Et en fait, une fois que vous avez ça, ça vous permet de le dessiner, de le reporter directement sur une feuille. Vous pouvez placer hop, votre conformateur, votre crayon. On va venir dessiner voilà, le profil du vase. Et donc sur les fiches des observations, des descriptions, des pots, des vases, des céramiques, on a ces profils qui sont d'ailleurs beaucoup plus détaillés que ça, hein, je vous le disais, du fait que les conformateurs sont beaucoup plus fins. Et puis on va même venir dessiner les motifs, les peintures, etc. Alors maintenant qu'on a un petit peu testé le métier de céramologue, ce que je vous propose, c'est de tester un petit peu le métier d'anthropologue avec une devinette autour des ossements de la collégiale Saint-Martin. Prêt à voir des os? C'est parti! Lors des fouilles de la collégiale, les archéologues ont dégagé de nombreuses tombes. Et dans ces tombes, des squelettes, patiemment étudiés. Voici 2 détails de mâchoires d'hommes du Moyen-Âge découverts à la collégiale. Saurez-vous désigner lequel devait avoir mal aux dents? Observez bien. Vous avez trouvé? Alors rendez-vous à la fin de la vidéo pour confirmer votre réponse. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de découvrir non pas un, mais 2 ouvrages en lien avec notre sujet du jour, l'archéologie et le Moyen-Âge. Le premier, c'est Copains de l'archéologie. Si vraiment vous êtes passionné du domaine de l'archéologie, c'est le livre qu'il vous faut. Il est très général, très complet sur le métier, les différentes spécialités, etc. Par exemple, la céramologie dont on a parlé tout à l'heure, ou même l'étude pendant les fouilles des différentes couches de terre, etc. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un ouvrage bien complet. Alors malheureusement en ce moment il est en rupture chez l'éditeur, mais peut-être que certains magasins l'ont encore en vente ou alors dans les magasins d'occasion. Donc si vous le trouvez, vraiment prenez-le, il est bien complet. Et le second, un ouvrage plus général sur le Moyen-Âge, c'est Mes petites questions, où là on va aborder différentes thématiques, par exemple comment on mangeait au Moyen-Âge, comment on se déplaçait, etc. Autant de questions qui en fait sont répondues grâce au travail des archéologues, grâce aux différents objets qu'on peut retrouver lors des fouilles. Donc mes petites questions, le Moyen-Âge.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos des différents personnages qui ont pu marquer la collégiale ou à venir ici nous voir dans le monument pour des visites en famille ou même entre amis. À très bientôt!